Xavi, Thierry Henry, Frank Lampard, Ole Gunnar Solskjaer, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo. Quel est le dénominateur commun à cette liste, vous allez me dire? Eh bien tous ont choisi, après une glorieuse carrière de joueur, de troquer les crampons après la retraite pour enfiler le costume d'entraîneur. Ce costume chic, fait sur mesure, qui est parfois malheureusement trop lourd à porter. Pour la plupart des noms cités, ils incarnent cette nouvelle génération de coachs, mais avant d'embrasser cette carrière et de dire adieu au sommeil, c'est 8 heures par nuit les amis, ces légendes ont marqué l'histoire du football, l'histoire d'un seul club. Pour la majorité d'entre eux, c'était celle de leur club de cœur. Ils incarnent tout simplement ce romantisme dans le football, une fidélité qui a disparu de nos jours. Inscrire son nom dans la légende de son club en tant que joueur est une chose, et réussir en tant qu'entraîneur en est une autre. Tous les noms de cette liste qu'on va vous présenter ont choisi à un moment donné de relever ce défi et de revenir au sein d'un club qu'ils ont quitté avec le statut de légende. Mais beaucoup d'entre eux sont repartis en voyant ce titre égratigné. Le premier amour est souvent inoubliable, mais c'est jamais bon de renouer avec. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de la liste. Numéro 1, Xavi Hernandez. Quand on pense aux joueurs devenus entraîneurs au sein d'un club où ils ont laissé une trace indélébile, on pense forcément au FC Barcelone. Car oui, le nombre de joueurs à y être passés puis revenus en tant que coach au Barça sont très nombreux. D'ailleurs, on pourrait même dédier tout l'épisode là-dessus tellement il y en a. Bref, beaucoup ont réussi comme le mythique Johan Cruyff qui a aussi bien révolutionné le jeu avec son football total en tant que joueur, mais aussi et surtout en tant qu'entraîneur. Beaucoup de ses élèves ont tenté de dépasser le maître, Pep Guardiola est peut-être le seul à y être parvenu. Luis Enrique s'en est un peu rapproché, Xavi lui a tenté de l'imiter, tous étaient guidés par un désir et un objectif commun, faire perdurer la tradition et ses idées de jeu. Xavi lui a eu la chance et l'honneur d'avoir connu ou côtoyé de près les trois, mais l'Espagnol n'a pas réussi à suivre la trace de ses illustres prédécesseurs, assumer ce lourd héritage. Élève de l'école cruyffienne, héritier de Pep Guardiola pour beaucoup, Xavi a beau avoir été le meilleur ambassadeur du tiki-taka en tant que joueur, il n'aura jamais su en tant qu'entraîneur inculquer ses idées, ses principes de jeu à son équipe. C'est pourtant le discours ambitieux qu'il a affiché lors de son retour en Catalogne en tant que coach en 2021. Nous sommes au Barça et ce que j'ai vécu toute ma vie au Barça, c'est l'excellence. Nous allons essayer d'être le plus près possible de la victoire, de la compétition et de la lutte pour tout. L'objectif est évidemment de bien jouer. J'ai également mûri et il est clair qu'en tant qu'entraîneur, vous devez prendre des décisions qui parfois ne plaisent pas aux joueurs. J'aime avoir la possession du ballon, attaquer et ne pas spéculer. Être protagoniste du ballon et en tant qu'entraîneur, je souffre encore plus que lorsque j'étais joueur si nous n'avons pas le ballon, a-t-il expliqué. Bon, clairement, quand t'es joueur et que t'entends ce genre de discours, tu te tais et t'écoutes. Au cas où, si tu ne sais pas ce qu'était Xavi, c'était un peu la définition du milieu de terrain par excellence. Il voyait tout sur le terrain et surtout tout avant tout le monde. Gérer le tempo d'un match, le dicter, la science de la passe pour créer le décalage, le danger. Bref, les supporters blaugrana se sont régalés à le voir jouer durant près de 500 matchs, lui qui a quasi tout remporté avec le maillot catalan entre 1998 et 2015. Bon, il le savait à son arrivée, c'était quasi mission impossible de faire aussi bien en tant que coach. Et bien malheureusement pour lui, ça n'a pas loupé. Xavi, avant d'être l'entraîneur du Barça, c'est surtout un supporter, un amoureux du club. Et face à cette situation devenue insoutenable pour lui, il a décidé à l'issue de la saison de quitter le club. Son bilan reste honorable, mais très loin de ce à quoi un club comme le Barça, avec son histoire, doit prétendre. Une Liga et une Super Coupe d'Espagne remportées en 2 ans au palmarès, mais surtout 2 éliminations en phase de poule de la Ligue des Champions qui font terriblement tâche. Bon, cet échec est tout de même à dédramatiser en raison du contexte extrêmement délicat et oppressant qui a régné durant son séjour catalan, mais un échec tout de même au vu de la trace laissée par Xavi en tant que joueur, même si ce n'est rien comparé aux autres qui vont suivre, alors restez jusqu'au bout. Numéro 2, Thierry Henry. Alors celle-là, ça aurait dû être la belle histoire du football français pendant de très longues années. Malheureusement, cela n'aura duré qu'un peu plus de 3 mois et vu la hype, la déception est de taille, ouais. Bon, je vais pas trop faire le Wikipédia de Thierry Henry, il a marqué la plupart des clubs dans lesquels il est passé en tant que joueur. Évidemment, Titi est associé à Arsenal, mais il a été formé à l'AS Monaco. Et sa carrière remplie de succès terminée, il a décidé, comme de nombreux joueurs, de devenir entraîneur. Bon, visiblement, il n'était pas trop pressé et il a attendu d'avoir un projet à la hauteur de ses ambitions. D'ailleurs, il a bossé pour l'ennemi en tant qu'entraîneur adjoint de la Belgique. Patience est mère de toutes les vertus, dit-on, et bien cette opportunité arrive finalement le 13 octobre 2018. On lui propose de revenir à la maison en tant qu'entraîneur numéro 1 de l'AS Monaco. Bon, à la maison, question de point de vue bien sûr. Du coup, Thierry Henry retourne dans son club formateur pour succéder à Leonardo Jardim, la belle histoire, tout ça. Pour le jeune entraîneur, c'est l'endroit rêvé pour sa première expérience. Commencer sa carrière d'entraîneur dans le club où t'as commencé ta carrière de joueur, c'est clairement un scénario digne d'une série Netflix. Bref, il s'enlève toute cette pression d'arriver en terrain inconnu, pas de question d'adaptation, il connaît le club et ses infrastructures, même si ça a certainement dû changer depuis tout ce temps. Bon, quoique CR7 lui avait retrouvé la même piscine dans le centre d'entraînement de Manchester United 13 ans après son départ. Vous êtes bien informé, hein.
Bon, blague à part, son comeback est fêté en grande pompe. Pour les nostalgiques, le club monégasque frappe fort en annonçant son comeback avec la carte Panini numéro 222 de l'attaquant en 1998, l'année de la Coupe du Monde. Bon, je peux te dire que les collectionneurs se l'arrachent encore celle-là. Sa connaissance du football, sa passion du jeu, son exigence du plus haut niveau et son attachement à nos couleurs font de sa nomination une évidence, déclarait Vadim Vassiliev, le vice-président du club monégasque dans le communiqué publié sur le site du club à son arrivée. Bon, clairement, le storytelling est dingue, on est d'accord, sauf que cette histoire qui avait tout pour ressembler à un conte de fées va tourner au cauchemar. Thierry Henry va plus souvent faire le spectacle depuis son banc et au micro des médias que sur les terrains, malheureusement. Bizarre. Et ouais, le message ne passe pas auprès des joueurs et les résultats frôlent la catastrophe. Bon, en vrai, c'est un peu une demi-surprise. Il a beau être une légende du foot, ça reste quand même un jeune entraîneur inexpérimenté avec une équipe très jeune sous sa direction. Tiens, je te prends l'exemple de Fabregas, ils n'avaient que 10 ans d'écart tous les deux. Je te rappelle qu'ils étaient coéquipiers à Arsenal. Bon, du coup, ça n'a pas fait un très bon mélange, d'autant que l'AS Monaco était en transition à ce moment-là. Et pas de miracle pour Henry, le coup près tombe. Le 24 janvier 2019, l'ancien attaquant français est démis de ses fonctions après une élimination en phase de poule de la Ligue des Champions et un bilan catastrophique de 4 victoires, 5 nuls et 11 défaites en 20 matchs. Une fois partis, les langues ont commencé à se délier et dans une vidéo réalisée avec le youtubeur et ancien footballeur russe Savin Evgeny, Golovin a tenté de trouver des raisons à son échec. Peut-être qu'il n'a pas pu faire abstraction de son passé de joueur. Quand les choses n'allaient pas à l'entraînement, il devenait nerveux et criait beaucoup. Ce n'était peut-être pas nécessaire. Il venait alors sur le terrain et nous montrait ce qu'il fallait faire. Il s'emparait du ballon et nous demandait d'essayer de lui prendre. Les joueurs restaient calmes même si certains ont peut-être un peu été choqués, révélait le russe. En même temps, faut le comprendre, Titi, à 40 piges, il était certainement meilleur que beaucoup de ses joueurs. Bon, malheureusement pour lui, il aurait mieux fait de rester à sa place. On le remercie quand même de nous avoir régalé avec des répliques devenues légendaires. J'ai un scoop pour vous. Oui, une expression de la rue, oui, malheureusement. Aujourd'hui, il est coach des espoirs et pour le moment, tout se passe bien pour lui. On lui souhaite que ça dure. On veut la médaille d'or au JO Titi. Numéro 3, Frank Lampard. Alors, quand on pense à Chelsea, on pense forcément à Frank Lampard. Les deux sont indissociables. C'est comme Steven Gerrard et Liverpool. Bon, en attendant peut-être de voir son ancienne gloire sur le banc des Reds, Frank Lampard lui a déjà entraîné les Blues à 2 reprises. Un passage mitigé entre 2019 et 2021 et un intérim catastrophique en 2023. Entraîner un club dans lequel on est déjà passé en tant que joueur, c'est déjà compliqué. Alors, le faire dans le bourbier de Chelsea, ça l'est encore plus. Et ouais, cite-moi un club qui a consommé plus de coachs que les Blues en 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Lampard a beau avoir près de 648 matchs en tant que joueur à Chelsea et la majorité en tant que capitaine. Franchement, c'est limite un plus grand exploit d'avoir plus de 100 matchs à son actif sur le banc de Chelsea. Bon bref, Lampard c'est la légende absolue des Blues, meilleur buteur de l'histoire du club avec 221 buts pour un milieu de terrain, franchement big respect. Et autant te dire qu'il revient en terrain conquis en 2019 en tant qu'entraîneur. Il arrive au garde à vous pour remplacer Mauricio Sarri, parti à la Juventus. Pour Lampard, c'est la découverte du très haut niveau après une expérience en tant que coach à Derby County. Malheureusement pour lui, il arrive dans des conditions qui sont loin d'être idéales, avec la perte notamment de la superstar du club, Eden Hazard. Et en plus de ça, le club londonien est interdit de recrutement pendant l'été 2019 et l'hiver 2020 pour avoir enfreint la réglementation dans les transferts internationaux de joueurs mineurs. Bref, en résumé, Lampard doit bricoler avec les moyens du bord. Il était clairement au courant, mais l'amour du club a primé. Et en vrai, sa première saison sur le banc des Blues est plutôt prometteuse avec une 4e place en Premier League et un malheureux échec en finale de la FA Cup. Il propose un jeu séduisant en misant sur des jeunes joueurs comme Mason Mount et Fikayo Tomori qu'il a connu à Derby County par exemple. Une politique a été louée par les observateurs. Faut dire que tout le monde a été choqué. Chelsea a plus souvent habitué ses supporters à payer une fortune de jeunes prospects pour les prêter sans jamais leur donner une chance. Et bah Lampard, lui, il a surpris dans le bon sens en misant sur la jeunesse et en mettant en avant les joueurs du centre de formation. Une méthode qui a cependant eu ses limites. Capable du meilleur comme du pire, le Chelsea de Lampard a fait preuve de beaucoup trop d'inconstance. Le mandat de l'anglais prend alors fin brutalement fin janvier 2021 après des résultats insatisfaisants. Bon, en vrai, ça reste quand même une première expérience au haut niveau encourageante quand même pour Lampard. La preuve, Chelsea pense à lui et le rappelle en tant qu'intérimaire en 2023 quand les Blues sont au fond du trou. À croire qu'en fait la direction voulait vraiment ternir l'image de sa légende. Du coup, Lampard doit jouer les magiciens en succédant à Graham Potter qui visiblement avait oublié sa baguette magique en signant. Eh bien forcément il ne fallait pas s'attendre à grand chose, peut-être que le nouveau propriétaire espérait un coup à la Roberto Di Matteo, qui sait. Eh bien raté, Chelsea passe à la trappe en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. En championnat, les Blues n'arrivent pas à remonter la pente, Frank Lampard remporte seulement une victoire en 13 matchs et le club termine à une triste 12e place de Premier League.
Chelsea signe alors sa pire saison au 21e siècle. Frank Lampard voit lui son contrat d'intérimaire prendre fin à l'issue de la saison. Il a clairement été envoyé au casse-pipe et aujourd'hui il est sans club. Numéro 4, Ole Gunnar Solskjaer. On parlait des clubs lessiveuses de coach avec Chelsea qui est certainement en pole position. Et bien Manchester United aussi est un sacré concurrent. Et oui, depuis le départ de sa légende Sir Alex Ferguson en 2013, les Red Devils ont connu pas moins de 8 coachs en comptant l'actuel entraîneur Erik ten Hag. Et bien malheureusement personne n'a réussi depuis à ramener Manchester United au sommet. Pourtant quand on regarde les profils à la loupe, la famille Glazer a tout tenté, des coachs expérimentés comme Mourinho et Van Gaal pour ne citer qu'eux, et les anciennes gloires du club comme Ryan Giggs, Michael Carrick ou encore Ole Gunnar Solskjaer. On va se concentrer sur ce dernier parce que les deux autres étaient simplement des intérimaires. OGS, Babyface Killer, Super Sub, l'ancien attaquant norvégien répond à plusieurs surnoms. Bon, le premier c'est les initiales de son nom prénom, rien de fou. Le deuxième, il le doit à son éternelle allure d'adolescent. En vrai, à part les cheveux grisonnants, il a quasi la même tête, non? Le troisième surnom Super Sub en anglais veut dire super remplaçant. Le norvégien était ce joueur de joueurs qui ne se plaignait jamais et qui répondait toujours présent. Ouais, clairement c'était une véritable bénédiction pour ses entraîneurs. En 11 ans chez les Red Devils, OGS a prouvé sa fidélité à toute épreuve et s'est mué en sauveur dans le fameux Fergie Time. Même si t'étais pas né, t'as forcément vu son but légendaire en finale de la Ligue des Champions 1999 face au Bayern Munich qui ne fera que renforcer sa légende de Super Sub. Sa cote de popularité est intacte chez les supporters mancuniens qui en gardent forcément un excellent souvenir. Retour en tant qu'entraîneur intérimaire pour remplacer José Mourinho en décembre 2018 est alors salué par tout le peuple mancunien. Son arrivée a un impact immédiat sur les performances de son équipe, une série complètement folle de 14 matchs sans défaite, de quoi enflammer tout le monde. Bon, en même temps, faut comprendre les supporters, les temps sont durs, il faut se raccrocher au moindre espoir, aussi infime soit-il. Solskjaer est alors confirmé dans ses fonctions et devient entraîneur principal en mars 2019. L'embellie se confirme, Manchester United se bat de nouveau pour une place dans le Big Four de la Première Ligue et retrouve surtout la Ligue des Champions. Mais l'euphorie est de courte durée malgré de gros investissements sur le mercato, marqués notamment par le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le club mancunien peine à retrouver les sommets. Bon, juste concernant le retour de CR7, on va pas se mentir, juste pour la beauté du move, ça valait le coup. Manchester United a beau aller mieux et retrouver des couleurs, le club anglais ne remporte pas de titre et ça, OGS va le payer très cher. Être vice-champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue Europa en 2021 ne suffit pas. En novembre de cette même année, OGS est limogé par le club, pas de quoi cependant ternir son image de légende auprès des supporters. Ole restera à jamais une légende de Manchester United et c'est à regret que nous avons pris cette décision difficile, écrit le club dans un communiqué. Et pourtant, son bilan est certainement l'un des meilleurs pour un entraîneur sur le banc des Red Devils depuis le départ de monsieur Sir Alex Ferguson. Numéro 5, Gennaro Gattuso. Un peu comme le FC Barcelone, l'AC Milan a vu beaucoup de ses anciennes gloires passer du terrain au banc une fois avoir accroché les crampons. Malheureusement, la plupart ont échoué lors de cette fameuse transition joueur-entraîneur et pourtant c'est pas faute d'avoir tenté, le club milanais a même connu un enchaînement Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, deux légendes qui ont été le visage du grand AC Milan dans les années 2000. Mais c'est bien connu, grand joueur ne veut pas forcément dire grand entraîneur et ça s'est vérifié, le néerlandais a mis 5 mois avant de se faire virer. Il s'est d'ailleurs rendu compte quelques années plus tard qu'il serait bien meilleur dans une carrière d'haltérophile. Bon, en vrai il aurait pu combiner les deux comme Fernando Torres, mais il a préféré se focus que sur un seul goal. Bon, quand tu vois la bête, clairement tu captes qu'il a fait le bon choix. Pippo Inzaghi a tenu un peu plus longtemps mais pour des résultats quasi similaires, au contraire de Gennaro Gattuso. Lui aussi c'est une légende des Rossoneri, mais franchement on n'aurait pas mis un billet sur lui en tant que coach. Gattuso, le joueur on connaît, c'était le chien fou devant la défense, marquage à la culotte, dur sur l'homme, il fallait clairement se lever de bonheur pour le passer. Mais il est passé de Pitbull à Mister. Il s'est assagi avec les années bien qu'il ait gardé son fort caractère et ça se ressent d'ailleurs clairement dans l'identité de ses équipes. Il était d'abord entraîneur des U19 de l'AC Milan puis s'est vu proposer le poste de numéro 1 de l'équipe première en novembre 2017, succédant à Vincenzo Montella. 13 ans en tant que joueur et donc un retour sur le banc de son club de cœur en tant qu'entraîneur avec une équipe en reconstruction. C'était un peu comme Manchester United, l'AC Milan était à ce moment-là dans le creux de la vague. En vrai, il y a eu tromperie sur la marchandise parce que c'est le costume de pompier de service qu'il a dû endosser chez les pensionnaires de San Siro. Et franchement, il a plutôt bien réussi à éteindre l'incendie en entamant une transition intéressante chez les Rossoneri avant la véritable révolution sous Stefano Pioli. L'AC Milan retrouve l'Europe pour la seconde saison de l'Italien, bien que ce soit l'Europa League. Si son aventure milanaise prend fin en 2019, son potentiel est jugé comme intéressant par la presse italienne. Et d'ailleurs, il se voit offrir la place de successeur d'Ancelotti à Naples avant de se tester en Espagne du côté de Valence et enfin être aujourd'hui à la tête de l'Olympique de Marseille, où il a aussi dû endosser de nouveau le costume de pompier de service. Un feu malheureusement bien trop ardent qu'il n'a pas su éteindre.
rejoindre. Gattuso n'aura tenu que 24 matchs officiels sur le banc de l'OM avec un bilan catastrophique de 9 victoires, 9 nuls et 6 défaites, toutes compétitions confondues. Bref, tous ces exemples montrent que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Parfois, il faut accepter que le livre reste fermé et ne pas forcer le destin. On peut citer d'autres légendes qui ont foiré leur retour dans leur club de cœur, comme Ronald Koeman avec le Barça, Mauricio Pochettino au PSG à moindre mesure, Marco Van Basten à l'Ajax et Maradona avec la sélection argentine. Bon, par contre, des contre-exemples, il y en a aussi beaucoup comme Zinedine Zidane, vous l'imaginez avec le Real Madrid, Didier Deschamps avec l'OM ou les Bleus, Ancelotti avec l'AC Milan ou encore Diego Simeone avec l'Atlético de Madrid. Mais globalement, on peut clairement dire que la balance penche d'un côté plus que de l'autre. Voilà les amis, c'était un nouvel épisode du Formalis. Si t'as kiffé, like, partage et abonne-toi pour nous donner de la force. Et pour toi, quel est le plus gros flop de cette liste? Dis-nous tout en commentaire et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.